Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, merci d'être présent pour cette conférence. Donc j'accueille ici Bruno Thiron, qui est le directeur opérationnel de BioBurger, une marque que vous devez bien sûr tous connaître, qui font des super burgers d'ailleurs. Bruno, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc BioBurger, c'est une enseigne qui existe déjà depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a été fondée en 2011 par deux amis qui étaient Louis et Anthony, que vous voyez à l'écran, qui étaient potes d'école de commerce, fans de street food. Et puis autour de leur école de commerce à La Défense, il n'y avait pas grand-chose. Il se trouvait qu'il y avait un McDo, pas très loin. Et puis 2-3 petites restaurations, mais bon, ça leur suffisait jamais. Et ils se retrouvent auprès de cette valeur de street food, mais aussi d'une valeur partagée par tous les deux, qui est la culture bio. Et de là est née cette idée d'enseigne. Ça a été très simple, hein, le nom BioBurger, ça parle de soi. Et donc c'est une enseigne qui est la seule enseigne aujourd'hui en France, alors en tout cas avérée, 100% bio. Donc on fait de la restauration rapide, des burgers, des frites, etc. en 100% bio, du ketchup jusqu'au pain, viande, etc. Enfin tout ce qui va nous servir. En plus de ça, ils ont un petit peu développé le concept, ils ont été plus loin, ils ont poussé le concept vers l'éco-responsabilité assez rapidement, avec des emballages qui étaient compostables, 100% compostables, 100% compostés, enfin, on l'espère. Ça c'est pareil, on n'a pas toujours la maîtrise de tout. Et donc voilà, et ça fait maintenant une dizaine d'années que le concept existe. Moi je suis arrivé en 2019. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper des opérations. À l'époque, ils avaient 4 restaurants. Aujourd'hui, on est à 16. Donc, on a continué de se développer malgré la crise. On en parlera sans doute un petit peu après. Et on a un plan de développement qui se poursuit plutôt bien, avec 5 à 7 ouvertures par an souhaitées. Donc, voilà. Merci Bruno. Peut-être on va présenter rapidement aussi Combo, l'entreprise que aussi je représente aujourd'hui et avec qui on collabore avec toi depuis un bout de temps maintenant. Alors en fait Combo c'est très simple, hein. Je pense que vous connaissiez peut-être aussi sous le nom de Snapshift à l'époque. En fait c'est une solution en ligne qui va grandement simplifier les RH chez les TPE, les PME, les grands groupes de restauration ou d'hôtellerie. Sur des sujets administratifs, hein, tout simplement, de la planification des équipes sur le terrain, jusqu'à la préparation des éléments de paye avant l'envoi au comptable. Et en fait, aujourd'hui, nos clients ils se déchargent d'une montagne administrative qui est les sujets RH aujourd'hui, les sujets de visibilité et de contrôle de l'activité au quotidien. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'idée de décharger ces opérationnels de ces sujets-là. Et voilà, en quelques chiffres, on ne va pas s'attarder beaucoup là-dessus, mais notre fondateur, en fait, est un ancien restaurateur. Donc, il avait des bars à jus, des restaurants au sein de Paris et a découvert les joies de l'administratif au quotidien et a décidé, en fait, voilà, de développer cette solution pour lui-même dans un premier temps. Ça, c'était en 2015-2016. Et la boîte s'est créée en 2016. Et aujourd'hui, on a plus de 8000 clients, dont nos amis de chez BioBurger, de l'hôtellerie et beaucoup de restauration, principalement, bien sûr. Et on a fait une levée de fonds récemment à 40 millions l'année dernière. Donc voilà pour les présentations. Pour vous présenter un petit peu le programme d'aujourd'hui. On va parler bien sûr de la crise économique, rappeler un petit peu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. Entrer ensuite dans le vif du sujet sur les ratios, la gestion globale et RH d'une entreprise et comment on arrive à piloter et faire le lien justement à travers cette gestion globale. Et puis on aura une séance de questions-réponses si vous le souhaitez par la suite. Alors, la crise, bien sûr, aujourd'hui du personnel, c'est aussi une crise économique qui, post-Covid, a vu une inflation à 5 points
à peu près depuis 2022. Enfin, sur l'année 2022, en tout cas, on était à 5 points d'inflation. C'est pas prêt de ralentir, je pense. J'espère que ça ralentira. Voilà, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie se retrouve un petit peu coincé entre ces eaux où on a l'inflation d'un côté, on a des coûts qui montent et on ne veut pas non plus répercuter sur le client parce qu'il y a de la concurrence, c'est compliqué. On a 270 000 postes vacants en restauration et en hôtellerie aujourd'hui. C'est des postes qui sont quand même avec une certaine valeur ajoutée pour l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, chez Combo, on a tous les jours, des petits restaurateurs qui ferment parce qu'il manque de bras, parce que la rentabilité n'est pas là. Et donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Première question, peut-être toi, Bruno, comment est-ce que tu as ressenti la crise chez Bioburger et quel impact ça a eu sur vos restaurants? Alors, moi, la crise, je l'ai vécue de plein fouet. Je suis arrivé en juillet 2019. C'était vraiment le premier plan d'expansion Bioburger. Il y avait 3 restaurants qui étaient prévus à ouvrir. On a ouvert 2 restaurants une semaine avant le premier confinement. Alors, vous dire qu'on l'a vécu vraiment de plein fouet. Comme tout le monde, il a fallu passer ce cap-là. On a trouvé des solutions en fait alternatives, comme beaucoup de restaurateurs d'ailleurs, dans cette crise Covid, notamment à travers le digital. L'ALAD, la livraison à domicile, a été un facteur presque sauvant de notre business. Et il a fallu se réinventer. On savait que le Covid allait durer, on savait que le business ne serait plus jamais pareil, et il a fallu se réinventer. Et se réinventer, c'était regarder loin. C'est regarder un avenir vraiment lointain, plusieurs années quasiment, en se disant mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que notre rentabilité, elle soit impactée, mais le moins possible. On a trouvé des tips, on a découvert de nouveaux acteurs. Alors forcément, quand on dit on s'oriente vers le digital, on a aussi à l'esprit que ça coûte. Oui, effectivement, le développement coûte, le fait d'avoir des nouveaux partenaires coûte, mais c'est pas sur le court terme. On va avoir cet impact financier qui peut être important, mais voyez-le sur le long terme. Et sur le long terme, on va s'y retrouver. On peut parler de logiciel planning, on peut parler de logiciels de gestion des stocks, on peut parler de moult logiciels qui nous aident au quotidien. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de partenaires différents qu'on amène à tous nos restaurants, qu'ils soient restaurants propres ou franchisés, mais qui sont des aides au quotidien. Tu disais, Omar, tout à l'heure que le temps que l'on passe dans de l'administratif, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose, et notamment du développement business. Et justement, ce que tu disais au début, c'est intéressant parce que vous aviez prévu de faire face à cette crise, mais j'ai envie de dire tous les restaurateurs aussi ont prévu de faire face à cette crise, pas tous de la même façon. Et il y a beaucoup de talents qui ont fui le secteur de la restauration. Comment tu as réussi à garder ce vivier de salariés ? Alors on a la chance déjà d'avoir des salariés qui viennent chez nous un peu plus par conviction que dans d'autres restaurations rapides. C'est vrai que j'ai une expérience de 20 ans chez McDo, je pourrais vous en parler pendant des heures. On n'est pas là pour ça, mais à comparer, aujourd'hui on a depuis toujours, depuis que j'y suis, chez Bioburger, je vois des salariés qui viennent chez nous un peu plus par conviction. Ça accompagne l'envie de travailler. Donc ça déjà, ça nous a permis de conserver un peu de notre personnel. Alors on n'a pas pu conserver 100% de notre personnel, c'est une évidence. Mais ça fait partie, les valeurs qu'on transmet, qu'on essaye de transmettre en tout cas, font partie du maintien en fonction de nos salariés. Le deuxième point qui est très important, c'est les évolutions. C'est-à-dire qu'il faut entretenir le personnel. On sait que si il y a un moment donné, ils sont en stagnation, qu'ils n'apprennent plus, qu'ils végètent en fait, tout simplement dans leur métier, ça ne marche plus. Comment on peut faire évoluer notre personnel ? Déjà, on a de l'attention pour eux au quotidien, c'est-à-dire qu'on va les former sur des nouvelles tâches, des choses qu'on va développer d'ailleurs dans le restaurant. On a créé des postes en fait même.
Il faut les intéresser à la partie business du restaurant. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle les clients internes, hein, qui sont nos équipes, c'est aussi ceux qui font notre publicité, qui nous ramènent de la clientèle et qui vont nous ramener aussi de la main-d'œuvre. Le premier recruteur de nos restaurants aujourd'hui, ce sont nos salariés. C'est eux qui nous ramènent la main-d'œuvre, en majorité. Il y a beaucoup de... On a ouvert, hein, je vous disais, depuis la crise Covid, on a ouvert des restaurants. On a ouvert quelques restaurants, même juste après le premier confinement. Il a fallu faire venir des talents. Donc on est structuré de manière très générique, hein, dans une restauration rapide. Hein. Vous avez un directeur ou une directrice de site. Vous avez des managers temps plein qui vont s'occuper des tâches plus administratives, notamment des plannings. Et puis après, vous avez beaucoup de petites mains, de salariés qui vont être en temps partiel, beaucoup. Et ben, déjà, les talents, on va structurer la tête, hein, du restaurant, on va structurer comme il faut les têtes pensantes que sont le directeur et ses managers, ses helps. Et ces gens-là, on va les attirer, déjà en leur promettant quelque part un plan d'avenir qui est intéressant. Et moi, j'ai d'anciens managers chez BioBurger qui sont aujourd'hui directeurs de restaurant. Donc très vite, en fait, on arrive à les faire évoluer vers des postes qui, alors peut-être qu'ils ne se voyaient pas d'ailleurs sur ce poste-là au départ, mais qui sont sur une vision d'avenir aussi long terme. Je vous parle de temps long, j'en parle souvent, mais c'est important de voir ça. Tu me parlais tout à l'heure d'une jeune employée qui venait en stage RH et qui a fini au final au siège chez vous. Ouais, c'est ça. Ouais. On a notre office manager qui part en congé maternité, donc c'est un poste pas simple à remplacer en ce moment. Et il se trouve que dans nos restaurants, on avait une étudiante qui était étudiante en RH. Du coup, le switch a été très rapidement fait. C'était simple, elle connaissait BioBurger, elle connaissait bien les payes BioBurger parce qu'elle-même en recevait une depuis pas mal de temps. Donc le switch a été assez simple. Donc finalement, même dans nos équipes, on a énormément de talents. Et ça, il faut les déceler, il faut les cultiver. Et les personnes qui peuvent les déceler et les cultiver, c'est nos directeurs de site. C'est même pas moi. Moi, j'ai 16 restaurants aujourd'hui. Je ne connais pas tous les salariés. Mais par contre, je m'appuie sur mon réseau derrière pour pouvoir cultiver et déceler ces talents. Je sais que je vais avoir X ouvertures l'année prochaine. J'ai besoin d'avoir des directeurs de site. Plutôt que de m'embêter, entre guillemets, à aller recruter des gens en externe, chose que je ferai si vraiment je n'ai pas le choix, je vais privilégier mes équipes en interne pour pouvoir faire du maintien en fonction. Et puis en plus, c'est plutôt cool. Quand ils arrivent, quand on est de BioBurger et qu'on va gérer un BioBurger, on sait faire. Donc c'est vachement plus simple. Et ça a un impact sur la rentabilité. Parce que tout de suite est quasiment immédiat, c'est qu'on sait faire. Donc en fait, on fait ce qu'on sait faire. Donc ça va beaucoup plus vite. Bien sûr, j'allais enchaîner sur ça. Vous vous dites pourquoi on parle de personnel alors que le sujet, c'est les ratios. Mais en fait, quand on fait un mauvais recrutement, on perd de l'argent. On a des ratios de turnover forcément aussi à suivre. Peut-être juste sur ça, toi au sein des BioBurgers, c'est quoi un bon ratio de turnover pour toi le bon... Il n'y a pas de bon ratio. Hein. Il n'y en a pas. Je pense que je vais pas vous vendre un chiffre comme ça pour le plaisir. Le chiffre générique qu'on entendait chez McDo, c'était 100% de turnover. Ça, c'était avant le Covid. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des restaurateurs parmi vous. Il y en a certains qui ont certainement vu des 200 ou 300% de turnover dans leur site. Nous, on a eu la chance quand même de maintenir un ratio autour des 100%. Ce qui est plutôt un ratio entendable pour différentes raisons qu'on a évoquées. Tu parlais de ratio de rentabilité et que le turnover, ça a un impact très négatif ou à l'inverse très positif sur la rentabilité. N'oubliez pas que la formation coûte cher, bien évidemment. Turnover égale formation, formation égale temps passé à faire ces formations, égale encore une fois du temps passé à ne pas faire autre chose. Bien sûr, bien sûr. Et pour ça, du coup, on va enchaîner, entrer peut-être dans le vif du sujet. On va vous parler, alors on va vous montrer quelques tableaux que Bruno a gentiment concoctés pour vous. Au niveau de la rentabilité d'un restaurant,
très simplement, question vraiment très ouverte. Comment est-ce que tu évalues la rentabilité d'un restaurant et suis cette rentabilité? Alors, la rentabilité d'un restaurant, qu'on soit indépendant ou qu'on soit une chaîne, je pense que tout le monde le sait, il y a 2 postes de dépenses principaux qu'il faut arriver à maîtriser, le food cost et le RH. Déjà, quand on arrive à maîtriser ces 2 postes de dépenses, on a déjà fait une grosse partie du boulot. Alors, vous pouvez prendre des photos, ça me dérange pas, je n'ai pas de chiffres à cacher. C'est des vrais chiffres, hein, d'ailleurs, que j'ai ramenés. Ça fait partie des reportings qu'on peut avoir. Une fois qu'on a maîtrisé ces deux ratios principaux, et bien derrière, on va s'attaquer aux ratios secondaires qui, parfois, ne sont pas tellement secondaires. Quand on parle d'un loyer d'un restaurant, c'est parfois un impact qui peut être aussi fort, je ne vous l'espère pas, mais qui peut être aussi fort que certains des 2 ratios que j'ai évoqués. Donc ça reste des choses à surveiller. Mais les 2 ratios principaux, nous en tout cas chez BioBurger, ça va être le food cost et le RH. Et ces ratios, ils reviennent à part entière au directeur de restaurant. Ça ne revient pas au superviseur ou au DOP, ça revient au directeur de restaurant. N'oublions pas qu'un directeur de restaurant, c'est un gestionnaire de centre de profit. Et dans ce mot-là, on a tout dit. On veut qu'il génère du profit. Donc s'il ne sait pas maîtriser ces 2 coûts-là, on a déjà un petit problème. Donc on les forme pour ça. Là, vous avez en face de vous un tableau qui reprend, en fait, on suit toutes les semaines le food cost. On travaille avec un logiciel de commande qui est présent d'ailleurs sur le salon. Je ne sais pas si je peux dire faire de la pub. On travaille avec YoKitUp, qui est une start-up qu'on a accompagnée aussi en fait, dans le développement. Donc ça a été un échange de bons procédés, puisqu'on a pu travailler avec eux sur des choses qu'on souhaitait avoir. Ça permet en fait de centraliser les commandes de manière simple. Donc c'est très processé, hein. Nos inventaires, nos commandes sont faites tous les lundis matins. Ce qui permet d'avoir un suivi drastique en fait, de ce que j'appelle les écarts de rendement, la démarque inconnue si vous voulez, de manière hebdomadaire. Toutes les semaines, donc, on fait la récolte de données et ces données vont nous servir éventuellement à faire des plans d'action, tout simplement, selon les sites. Si on voit qu'il y a un restaurant qui commence à dériver, tout de suite on va s'intéresser à quoi et pourquoi ça a dérivé, qu'est-ce qui dérive et pourquoi. Et on demande au directeur de site d'établir un plan d'action immédiat. Alors, plan d'action, on pourra en parler après en questions-réponses ou sur le stand de Combo, s'il y a des choses qui vous intéressent. L'idée, c'est que derrière, on ait tout de suite un impact positif sur ce food cost. On ne maîtrise pas nos achats produits. Ça, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, en plus, avec l'inflation, ça devient de plus en plus compliqué. Par contre, les écarts de rendement, ça, on peut les maîtriser. Donc, chez BioBurger, l'écart de rendement que l'on estime entendable, c'est 1% du food cost. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où on dépasse 1% de démarque inconnue, on a un problème. Il faut aller chercher pourquoi et il faut qu'on retrouve ce delta entre 0 et 1% qui est entendable. Et là, on commence à avoir de la maîtrise quand on rentre dans ce delta-là. Et tout à l'heure, tu disais effectivement, quand on a un problème, on essaie de faire des projections et donc d'anticiper. Comment tu anticipes justement les problématiques par la suite? Alors ouais, donc... parce que c'est facile, je vous balance des chiffres en vous disant nous on surveille et puis on fait en sorte que. C'est qu'on a des objectifs. Quand on fait nos comptes de résultats, on travaille nos comptes de résultats déjà pour l'année. Et on objective forcément le restaurant, ensuite mois par mois, parce qu'on a notre historique qui nous permet de savoir à peu près où on met les pieds. Donc c'est hyper important d'avoir, encore une fois, le temps long, d'avoir une projection sur du long terme. Je ne vous dis pas qu'on a la science infuse. Les crises, on ne peut pas les maîtriser. L'inflation, on ne la maîtrise pas. Je ne sais pas ce que demain va nous réserver. Mais ce n'est pas grave. Déjà, si on a des projections
en tête qui sont là, en tout cas qu'on a bien en tête, eh ben, on va éviter de s'alarmer si vraiment on s'en écarte. On va essayer de s'en rapprocher un minimum et on va essayer de contrôler les choses. Là, c'est un autre indicateur que je vous partage. Vous allez me dire pourquoi il parle d'indicateur Uber. Uber, c'est un partenaire qui est quasiment indispensable aujourd'hui à tous les acteurs de la restauration. Ils ont tellement été présents pendant le Covid et ont sauvé quand même pas mal de restaurateurs qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire sans. Alors nous, on avait la chance d'être déjà un partenaire important d'Uber avant, on savait faire. Ça, c'est un indicateur qu'on partage aussi avec tous nos restaurants. Où en fait, systématiquement, on va aller récolter des données mensuelles sur les temps de service, sur la note du restaurant, la note générale Uber du restaurant, mais également il y a des indicateurs qui vont être plus intéressants. Moi, que je trouve plus intéressant, par exemple, la note du coursier. Et là, on va encore parler de client interne. Le coursier, pourquoi la note du coursier est importante? On s'en fout. Le coursier, il vient chercher le package, il l'emmène au client et puis basta. C'est le client l'important, ouais. Mais le coursier est aussi notre client. Si le coursier est content de la prestation qu'on va lui offrir parce que ça va vite et qu'en plus on a un petit sourire, un petit mot d'encouragement, je vous garantis que le coursier il revient. Et du coup, on a une disponibilité de nos livreurs. Moi, aujourd'hui, j'ai des sites à Paris, je ne vous mens pas, où j'ouvre à 11h30, le matin à 10h, j'ai déjà les coursiers qui attendent devant. Donc, quand on en est là, c'est qu'on réussit ce job. Le taux d'erreur, donc vous savez que personne n'est infaillible, ça nous arrive de commettre des erreurs, bien évidemment. On va oublier des produits, etc. Mais ce taux d'erreur-là, faut essayer de le diminuer. Pour le diminuer, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, donc on va mettre en place des tips. Et donc c'est comme ça qu'on travaille, qu'on développe des choses en restaurant aussi, en partenariat ou toujours avec nos équipes. On ne fait pas ça nous tout seuls dans notre bureau pour, par exemple, réduire ce taux d'erreur. Ouais, effectivement, c'était sur ça que je voulais rebondir. Aujourd'hui, vous avez des restaurants qui sont intégrés, vous avez des restaurants qui sont franchisés. Les franchisés sont plus indépendants et peut-être que certains dans la salle aujourd'hui sont franchisés ou souhaitent se franchiser. C'est une gestion quand même qui est plus individualiste finalement, la franchise par rapport à un groupe où on est 10, 15 établissements, malgré le fait qu'on est dans un groupe. Et justement, comment est-ce que toi, tu intègres tes franchisés et tu partages toutes ces données avec eux? Et est-ce que c'est eux qui les font? Comment est-ce que cette gestion se fait justement? Oui, alors, c'est vrai qu'être indépendant dans un réseau de franchise, ça peut poser question, puisque on est indépendant, donc certains veulent vraiment être indépendants et voudraient pas faire ce qu'ils veulent, mais voudraient pouvoir amener leurs propres tips, etc. Attention, on fait partie d'un réseau de franchise, il y a des process à respecter, même si on ouvre la porte parfois à certaines choses parce qu'elles sont bonnes pour le développement business, parce que c'est ça de toute façon qu'on cherche in fine, hein, ça reste le développement business et la rentabilité. Donc nous, on offre un package global aux franchisés, c'est-à-dire que j'ai des franchisés qui arrivent de tout horizon, il y en a qui ne connaissent rien du tout au monde de la restauration, qui veulent se lancer parce que nouveau challenge, nouveau défi. Il faut arriver à leur proposer un package qui soit global et notamment des éléments clés qui vont leur permettre de ne pas se noyer, notamment la première année, et d'arriver très vite, le plus vite possible, au seuil de rentabilité qui est souhaité. Donc on les accompagne et donc tout ce genre de tableau de reporting notamment, on leur partage à rythme récurrent, soit mensuel, trimestriel, etc. On a des points à date avec eux qui sont soit vraiment liés à leur restaurant et on va les accompagner dans des solutions parce que c'est bien de dire dis donc ça va pas chez toi là-bas, tes ratios Uber c'est dégueulasse. C'est comment on fait en sorte que demain ils soient meilleurs. C'est ça qui est important. C'est de les accompagner. Notamment le tableau que vous avez devant vous, c'est un compte de résultats, ni plus ni moins. C'est un compte de résultats que nous faisons, que nous tenons à jour de manière hebdomadaire. Alors vous allez me dire, Lyon, c'est fastidieux quand même. Hein. Déjà qu'on a du mal à le faire à l'année. On a du mal à avoir nos rapports compta une fois par an. Eh ben nous, on a réussi, mais tout seul, chez nous, dans notre bureau,
on a réussi à s'organiser pour avoir une récolte de data qui soit en plus pas compliquée et le transposer de manière hebdomadaire et surtout de savoir où on va. Et là, ce tableau-là, en fait, bon, je ne vais pas vous le détailler, mais on peut voir, par exemple, qu'on a une colonne, les 2 premières colonnes, budget réel, c'est une semaine d'activité. On a le cumulé ensuite à date. Vous avez en 3e colonne le trimestre en cours. Et la dernière colonne, c'est l'atterrissage. C'est là où je vais arriver. C'est qu'est-ce que je vais dégager comme profit si je prends en compte ce que j'ai déjà fait et ce qui me reste à faire. C'est-à-dire que nos budgets, ils sont ficelés, machin, on sait déjà où on va, quoi. Voilà. Et ça, même nos directeurs de restaurants, en fait, ils connaissent ces tableaux-là et ils les suivent parce qu'ils sont gestionnaires de centres de profit. Alors justement, moi, quand j'échange avec des restaurateurs, et alors plutôt des restaurations traditionnelles, les patrons me disent, vous savez, moi, au 20e jour du mois ou au 23e jour du mois, je sais que j'ai atteint mon seuil de rentabilité. Et donc vous, comment chez BioBurger, vous calculez justement ce seuil Alors, on le calcule comme tout bon restaurateur déjà par une projection chiffre d'affaires, ça c'est l'évidence. Et ensuite, on sait qu'on a des ratios food cost et RH qui sont à peu près similaires d'un restaurant à l'autre. Donc effectivement, on a des données en fait qui nous permettent de dire aux franchisés ou à un restaurant propre même qu'on va ouvrir, selon la typologie de restaurant, selon le chiffre d'affaires qui est prévu, selon l'implantation qu'il va avoir, alors tout ça, on va faire des études, on va s'appuyer sur notre historique. Un restaurant de province n'a pas la même typologie qu'un restaurant de Paris. Et à Paris, je n'ai pas la même typologie si je suis à la Défense que si je suis en plein cœur de Paris. Donc cet historique-là, on va s'en servir pour faire notre budget, en fait. Et en général, on ne se trompe pas trop. Ensuite, les charges fixes, de toute façon, on les connaît. À part le coût des énergies aujourd'hui, qui est vraiment un sujet, la plupart des charges fixes, on les a déjà en tête, on les sait, on les connaît. C'est toute la force d'un franchiseur aussi, c'est d'amener justement des partenaires avec qui on a traité, avec qui on a des contrats cadres souvent. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une inconnue. Et puis, food cost et RH, on sait où on va. Et en plus, on vous aide à les maîtriser. On va parler RH tout à l'heure, mais je voulais revenir sur ce que tu as évoqué juste à l'instant, le prévisionnel. Dans beaucoup de restaurants, on vit un petit peu le prévisionnel comme quelque chose où on ne voit pas trop comment le calculer, on n'arrive pas à se projeter. Et donc calculer son prévisionnel versus son réel, c'est un vrai sujet pour certains restaurateurs. Quelle astuce tu peux peut-être donner à l'Assemblée ici? Alors, ouais, il y avait débat. Non, mais hier, j'en discutais avec un collègue d'une autre marque. Et il y a débat là-dessus. Il y a des gens qui sont plutôt à tendance... moi, mon prévisionnel, je l'établis, puis je vais le revoir tous les mois parce que je me rends compte que je n'ai pas fait mon prévisionnel le mois d'avant, donc je vais le revoir. C'est éventuellement une façon de faire. Moi, ce n'est pas la mienne. Je vais vous donner la mienne parce que c'est celle-là que je connais. Moi, un prévisionnel, c'est un prévisionnel qui ne bouge pas. Crise, pas crise, c'est un prévisionnel qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est une base de travail. Ensuite, on s'adapte à la base de travail. Et comme on a créé un prévisionnel avec en face des ratios de gestion qui sont normalement à peu près, ils doivent être ISO, c'est à nous de s'adapter derrière pour pouvoir coller au maximum à ces ratios. Et on ne va pas essayer d'adapter un ratio à un nouveau prévisionnel. Parce que c'est là que, pour moi, commence à arriver le truc pas cool. C'est que, je vais vous donner un exemple. Le mois dernier, j'ai fait la moitié de mon prévisionnel. Donc le mois prochain, j'ai besoin de moitié moins de personnel. Donc je me sépare de la moitié de mon personnel. Et puis, il s'avère que non. Le mois qui arrive, finalement, il n'y a plus les gilets jaunes. Et d'un coup, mon chiffre d'affaires remonte. Sauf que vous n'avez plus votre personnel. Le bilan est un peu catastrophique parce que je reçois des clients qui sont mal servis. C'est la course. J'ai la tête dans le guidon. C'est des clients qui ne reviendront pas. Certainement ou pas tout de suite. Et là, vous avez une perte immédiate de rentabilité. Parfois, il faut accepter. Encore une fois, vous me trouvez chiant avec ce mot temps long. Mais il faut accepter de voir les choses sur une projection un peu plus lointaine. Alors peut-être pas à 1 an, mais au moins se dire c'est pas
la surréactivité n'est pas toujours bonne conseillère. Il faut parfois accepter de se dire, OK, je vais me serrer un peu la ceinture, mais par contre, c'est pour mieux rebondir demain. Je pense que c'est assez concret comme exemple. Et ça, vous le voyez dans beaucoup de sites. Effectivement, c'est concret et donc ça me fait une belle transition parce que justement, tu parlais de personnel. On a parlé food cost, on va parler RH. Parce que c'est un sujet finalement qui est assez global dans la gestion. Et puis la masse salariale aujourd'hui, c'est un vrai sujet au sein des entreprises. Et du coup, messieurs de la régie, mon bouton ne marche plus. Si vous pouviez peut-être avancer les slides de votre côté. Ah, merci beaucoup. Voilà. Donc, peut-être que tu peux parler un petit peu de ce tableau, je vais l'introduire. On voit ici le nombre d'heures prévisionnelles, on voit le nombre réel des heures travaillées dans la 7e colonne. On a le terme de VPHE. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, alors VPHE, il y en a certains qui doivent connaître, c'est vente par heure équipier ou vente par heure employé. En gros, c'est ce que vous rapporte un équipier ou un employé par heure travaillée. Donc en fait, moi je me sers de ça comme étant la base de travail pour établir mon ratio RH. C'est-à-dire que quand j'ouvre un restaurant, je ne me dis pas je veux tant de ratio RH, je me dis combien je veux de VPHE. Cette VPHE, je ne vais pas la déterminer comme ça en claquant des doigts. Encore une fois, je vais me servir d'un historique, je vais me servir de est-ce que le restaurant est neuf, est-ce qu'il a des employés confirmés, est-ce que. Je vais mettre pas mal de paramètres, regrouper pas mal de paramètres qui vont me permettre d'établir cette fameuse VPHE. Et c'est cette VPHE derrière qu'on va retransformer en masse salariale. La VPHE, elle est calculée très simplement, c'est votre chiffre d'affaires divisé par votre nombre d'heures. Voilà. Donc moi, mes directeurs, donc qui travaillent avec Combo pour établir leur planning, on va leur donner nos VPHE prévisionnels de manière assez fine au mois. Et moi, je leur demande de faire les plannings pour un mois entier. C'est-à-dire quand ils font leur planning, ils font les plannings pour le mois complet. Du coup, ça leur permet de savoir si en fonction des prévisionnels, alors vous voyez, c'est assez détaillé, ils ont des prévisionnels jour par jour. Alors c'est très détaillé, mais n'empêche qu'avec ça, vous savez réagir. Si la semaine d'avant, elle a été pourrie, ok, peut-être que la semaine d'après, elle ne va pas être mieux, donc peut-être que je vais pouvoir essayer d'adapter. Et finalement, j'ai mis un peu trop d'heures et je vais adapter, je vais trouver des tips pour pouvoir adapter mon nombre d'heures et essayer de coller au maximum à cette fameuse VPHE. Le but étant, bien évidemment, c'est qu'à la fin du mois, on est collé à ce ratio de gestion de manière à maîtriser notre coût, tout simplement. Voilà. Il y a beaucoup de restaurateurs qui travaillent à la demi-heure. Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on travaille même au quart d'heure. Je pense qu'il faut... on a la chance, avec les logiciels qu'on a aujourd'hui en restaurant, de pouvoir être fin dans la construction planning. C'est hyper important. Alors ça, on va le coupler avec l'analyse d'un chiffre d'affaires. Donc nous, on travaille avec Zelti, Zeltikes, qui est un acteur important que beaucoup ont. Zelti va vous donner votre chiffre d'affaires au quart d'heure. C'est hyper important de bien corroborer les chiffres d'affaires avec votre personnel. J'ai encore un exemple comme ça, concret. Il est 20h. J'ai prévu d'enlever 2 personnes de mon staff parce que j'ai l'habitude de le faire. Et puis en fait, ça fait un mois qu'entre 20h et 20h15, systématiquement, on prend un bouillon. Alors ça ne se voit pas forcément sur le chiffre d'affaires, mais par contre, il y a 2 personnes en moins sur le terrain. Et encore une fois, on revient à ce que je vous ai dit, le bilan peut être assez tragique. C'est que ce quart d'heure-là où les gens sont mal servis, ça peut vite virer à la catastrophe. En fait, alors déjà, c'est un mauvais moment à passer pour les équipes. Et en plus, c'est des clients que potentiellement, vous ne reverrez pas. Donc voilà, il faut être fin dans la construction de ces plannings. Et alors justement, c'est un petit peu un travail d'équilibriste parce que comment est-ce qu'on maximise la productivité des salariés mais tout en gardant un service qui soit tout à fait acceptable pour le client et donc réduire ses charges? Alors, oui, c'est un travail d'équilibriste, c'est clair. Les plannings, moi j'en ai fait longtemps chez McDo, c'est une tannée. Donc il faut, il
il faut arriver à jauger tout ça, parce qu'effectivement, on ne va pas non plus se mettre en défaut de trop de personnel pour pouvoir offrir le meilleur service client. C'est vrai que il faut réussir à adapter ce côté renta versus expérience client pour en tirer bénéfice, sans non plus que ce soit une perte pour le restaurant. Encore une fois, là, c'est l'expérience terrain qui parle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un restaurant. Donc j'ai un restaurant à la Défense, pied d'esplanade de la Défense. On n'a que des tours autour de nous, donc c'est un restaurant du midi. Ce restaurant, il fait un chiffre d'affaires fabuleux le midi, mais on l'avait pensé exactement comme les autres, c'est-à-dire les gens arrivaient à la même heure, etc. Sauf que eux, au lieu de couper 60 kg de frites, ils en découpent 120. Donc en fait, il fallait des machines de guerre pour pouvoir couper nos 120 kg de frites. À un moment donné, la directrice nous a dit ouais, là ça va pas, on arrête le truc. Moi, mes équipes, je vais les faire venir plus tôt. Elle a dit ok, banco. Tu les fais venir à quelle heure? Je vais les faire venir à 8h. J'ai dit t'es pas malade toi? Là, tu les fais venir à 10h30 actuellement, tu les fais venir à 8h. Ouais, mais Bruno, t'affoles pas. On va ouvrir le restaurant à 9h. Ok. On a testé. Il s'avère qu'on a ouvert le restaurant à 9h et le bilan, c'est qu'on vend aujourd'hui. On est ouvert en LAD notamment, en livraison à domicile. Et en fait, on n'arrête pas. On a un trafic Uber toute la matinée sur le restaurant. Et en fait, notre rentabilité, on l'a trouvée par cette ouverture plus conséquente qui a donné de l'aisance en plus aux employés. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Donc voilà, on va aussi trouver des tips en écoutant ce qui se raconte dans nos structures, dans nos sites. C'est des remontées opérationnelles et donc maintenant on apprend que les gens mangent des frites à 9h du matin. Voilà, c'est génial. Ouais, même un peu avant, parce qu'à 9h, il faut qu'ils soient prêts. et donc, alors justement, c'est intéressant parce que cette productivité, on reste un peu là-dessus. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes employés ils soient toujours au même niveau de performance et donc de productivité? Est-ce que vous mettez en place des choses? Parce que je crois qu'il y a quand même une culture au sein de BioBurger avec des valeurs, et c'est ce que tu disais au début, pour garder les employés. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour que l'employé prenne plaisir, disons, à venir travailler et augmente sa productivité? Ouais, dans le maintien en fonction, c'est vrai qu'il y a une chose qui est très très importante. Je vous parlais de gagnant-gagnant, c'est ça. C'est la récompense. D'ailleurs, quand on parle de récompense financière, par exemple, souvent, moi, quand ça m'arrive régulièrement de discuter avec des employés en disant, tiens, qu'est-ce que tu penses d'une prime pour X raisons, hein, des exemples, j'en ai plein, mais qu'est-ce que tu penses d'une prime? Il dit non, mais en fait. J'ai pas forcément besoin d'une prime. Hein. C'est pas tes 3 € de plus qui vont me faire rêver. Par contre, si tu peux éventuellement faire en sorte que j'arrête de travailler le samedi soir parce que j'ai sport, là, ça serait cool. Ok. Donc on en est sur du gagnant-gagnant. Et la productivité d'un employé, elle est dans la capacité un peu de le choyer finalement et de s'en occuper. Donc on parle de formation, on va parler juste d'écoute, hein, en fait, tout simplement. C'est bête, mais une évaluation d'un employé, ne serait-ce que savoir où j'en suis. Même moi, hein, qui suis quand même à un poste dirigeant, j'ai des gens au-dessus de moi, et j'aime bien savoir tous les 6 mois où j'en suis et où est-ce que je vais. Eux, ils ont besoin aussi. Donc voilà, ça fait partie des choses qui les maintiennent en fonction. Donc la motivation, ça passe par plein de tips et ça permet de garder cette productivité. C'est évident. Alors justement, on voit à l'écran, alors il y a 2 tableaux. Il y a un tableau Excel et il y a une capture d'écran d'un de tes restaurants. Je crois que c'est Oxygène sur Combo. Donc ici, en fait, on voit une partie de l'écran. D'un côté, nous avons une colonne budget et d'un autre côté, nous avons une colonne réelle. Et en fait, ce qu'on suit sur chacune des colonnes, c'est jour par jour le niveau de vente, les heures que tu as planifiées sur chacun des restaurants et en fait la productivité heure par heure de tes employés et donc finalement la masse salariale et le ratio. Question très simple, c'est quoi un bon ratio en restauration? Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous vendre un chiffre.
Un bon ratio de masse salariale, ça va dépendre de ce qu'on fait comme activité. Je pense qu'un restaurateur indépendant n'aura pas le même qu'une franchise BioBurger. Moi, aujourd'hui, un bon ratio de masse salariale chez BioBurger, c'est entre 24 et 27%, tout compris. Et dedans, j'inclus les 10% de congés payés qui sont provisionnés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on a un compte de résultat qui tombe une fois par an par un cabinet comptable, lui, il ne l'oublie pas. Il nous le rajoute. Donc, l'avantage de Combo, notamment, moi, j'ai découvert cette fonctionnalité avec Combo, c'est qu'on a le ratio de masse salariale où on peut incrémenter ces 10% de congés payés. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est plutôt cool. On a remis après ce tableau de VPHE. Comme vous pouvez le constater, il y a du vert. Alors moi, je travaille en code couleur, j'aime bien, c'est flashy. Il y a du vert, puis il y a un rouge. En fait, voilà, ça permet encore une fois d'avoir des données à nourrir. On nourrit nos restaurants de ces données-là. Et ça les emmène, quand on voit du vert, on est content, et eux aussi. Et à côté, vous voyez, j'ai mis même les taux horaires. C'est important de surveiller ces taux horaires. Parce qu'un ratio de masse salariale, on peut tout lui faire dire. C'est qu'un pourcentage. Tout dépend de combien vous payez vos employés. Vous pouvez avoir un ratio de masse salariale qui est très bon, mais avec peu de salariés. Mais parce que vous les payez très bien. Et c'est un choix. Et c'est un choix de motivation, etc. Voilà, c'est pour ça que donner un bon ratio, vous dire, vous vendre un chiffre, ça n'a aucun intérêt. Tout dépend de ce qu'on fait dans son restaurant. Nous, on fait de la restauration rapide. On travaille avec forcément des employés qui sont à temps partiel, qui sont payés au SMIC pour beaucoup. Hein. Donc, voilà, on aimerait les payer plus comme tout le monde, mais voilà, c'est pas un jour peut-être, j'espère. Mais surveiller également ce taux horaire. C'est un ratio. C'est un ratio qui est comme un autre qu'il faut surveiller parce que parfois, d'ailleurs, vous avez des petites surprises sur votre horaire. Surveillez vos fiches de paye si vous faites votre compta en externe. Alors, du coup, comment est-ce que mieux planifier tes équipes permet de mieux contrôler et d'anticiper ta masse salariale, du coup? En fait, comme on fait un suivi hebdomadaire, on le voit tout de suite, de toute façon. On le mesure tout de suite s'il y a eu un défaut quelque part. De toute façon, c'est simple. S'il y a défaut, c'est soit le chiffre d'affaires n'a pas été réalisé, ça peut arriver, soit c'est qu'il y a eu plantage sur la construction planning, ce qui peut aussi arriver. Donc, pour ce faire, on ne fait pas confiance qu'au directeur de restaurant. Donc moi aujourd'hui par exemple à Paris j'ai un superviseur, j'ai un bras droit parisien qui s'occupe de tous les sites parisiens. Une de ses cordes à son arc, c'est régulièrement de checker les plannings, de surveiller ces ratios-là, d'aller voir les directeurs en restaurant, de dire attends, là tu m'as embauché 4 personnes, c'est bien, mais explique-moi pourquoi, parce que du coup tu as fait chuter ton ratio la semaine dernière. Il y a peut-être une bonne raison à ça d'ailleurs. Donc voilà. Mais alors, ça veut dire qu'il y a aussi une surveillance derrière, qu'il faut toujours contrôler au maximum. Voilà, on ne peut pas faire confiance 100% qu'à une seule personne. Il faut aussi que ça remonte un petit peu pour qu'on puisse trouver les plans d'action nécessaires à plusieurs. On peut parler du late night. J'ai mis cette dia-là parce que je vous parlais du restaurant de la Défense qui ouvrait plus tôt aujourd'hui, sur lequel on faisait du business. Le late night est un autre vecteur de chiffre d'affaires. En fait, BioBurger, traditionnellement, c'était 11h30, 22h30, puis c'était invariable. Puis à un moment donné, post-Covid, on s'est dit faut qu'on aille chercher du chiffre d'affaires absolument, parce qu'on n'en avait plus sur les moments de service habituels. Et on a commencé à ouvrir certains restaurants plus tard. Il faut que ce soit rentable. Et pour que ce soit rentable, il a fallu l'étudier, se dire à partir de quel chiffre d'affaires, pour combien de personnes je suis rentable. Donc tout ça, on l'a étudié. Donc on a fait les tests, voilà. Donc là, de manière très très simple, en fait, ce que vous voyez en vert, ce sont les chiffres d'affaires médians par heure qui sont réalisés dans les restaurants qui sont ouverts en late night. Certains sont ouverts jusqu'à 1h30. En fait, moi, je considère qu'au-dessus de 100 € par heure, on est rentable. Alors, ils sont 2 employés. Donc, coût RH, food cost et coût énergétique. Aujourd'hui, n'oublions pas que le coût énergétique est un enjeu. On a tous pris des cartouches, notamment sur les heures pleines
été, hiver. Et du coup, les heures creuses, c'est là où on peut se rattraper un minimum. Et le late night, typiquement, ça va nous coûter beaucoup moins cher en consommation énergétique. Nous, on est assez énergivore avec le matériel qu'on utilise. Donc voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles parfois il faut s'intéresser et dire, bon ok, je vais peut-être sortir un petit peu de ma zone de confort et puis chercher, si je vais chercher du chiffre d'affaires, c'est le chercher ailleurs, quoi. Mais alors du coup, qui dit heure creuse dit aussi forcément heures supplémentaires. Parce que si tu veux aller chercher d'autres heures, il faut que tes gens travaillent un peu plus. Comment tu maîtrises l'augmentation de tes heures supplémentaires et la majoration, notamment parce que les heures de nuit sont majorées. Comment est-ce que tu le maîtrises, ça ? Alors les heures supplémentaires, en fait, il y a deux choses. Soit on en a tous les mois un gros paquet et là, faut agir différemment. En fait, il faut commencer à faire nous, on travaille avec du temps partiel, je vous l'ai dit. Donc, on peut faire des avenants à nos employés, c'est assez simple. Enfin, voilà, des avenants temporaires, définitifs, ce que vous voulez. Il y a ça. Et puis après, il faut accepter de les payer. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est bien que les salariés travaillent plus. Il faut accepter de les payer parce que c'est en plus un revenu supplémentaire pour eux. Donc, c'est très cool. Donc, ça, donc, effectivement, il faut les surveiller. C'est vrai que Combo, ça, on l'a de manière hebdomadaire. On sait, en fait, on a nos heures supplémentaires qui sont tout de suite qui sont affichées. Donc on sait ce que ça coûte. Puis après, quelqu'un qui travaille jusqu'à 1h du matin, il faut quand même le motiver un minimum. Donc nous, on travaille sur une base de volontariat. Ce qui déjà quand même va réduire un petit peu le fait que les gens ne veulent pas le faire. Et puis, on va les payer mieux, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça rentre dans ce calcul de rentabilité. Est-ce que je suis rentable d'ouvrir plus tard ? Oui, bien sûr. Et alors, toi, tu as des temps partiels, donc forcément, toutes les adaptations RH que la loi permet, type RCR, récupération, modulation, tout ça, tu ne peux pas forcément les mettre en place sur les temps partiels, du coup. Alors, si, c'est pas RCR, tout. Mais RCR, interdiction sur les temps partiels. Mais la modulation. Voilà, bien sûr. Parce que c'est, je crois, ce à quoi tu voulais en venir. Exactement. La modulation. Moi, je ne connaissais pas la modulation avant de travailler chez BioBurger. Là où j'étais chez McDo, c'était des temps qui étaient, des plannings qui étaient mensualisés. En fait, on payait les gens, moi. Mais la modulation, c'est vrai, quand j'ai découvert ça, je ne savais pas trop quoi en penser. Finalement, c'est assez cool parce que ça permet de lisser le temps de travail des employés sur l'année et surtout de répondre à une problématique de saisonnalité notamment. La saisonnalité, alors on l'a moins à Paris, mais en province, on l'a beaucoup. C'est pareil, ça a un impact sur le RH tout de suite. Parce que si on se dit qu'on va faire 100 000 € au mois de juin et 150 000 € au mois d'août avec le même nombre de personnes, ouais, on peut, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc, cette modulation va permettre vraiment de gérer notre masse salariale, ou en tout cas la masse d'heures que l'on a en package tout au long de l'année. Donc, c'est très réglementé, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien fait avec les logiciels qu'on a. Donc, voilà, je pense que je réponds à la question, non ? Oui, bien sûr. Pour donner un peu plus de contexte par rapport à la modulation, parce que c'est vrai que c'est un sujet vraiment RH que les gens ne connaissent pas forcément. La modulation, c'est ton employé est payé de la même façon tous les mois, avec un quota d'heures sur l'année. On a des plafonds et des planchers sur lesquels on peut jouer pour justement faire en sorte que le service se passe bien. Ouais, l'avantage, en fait, c'est que le salarié, pour lui, c'est neutre. Il est payé tout le temps la même chose toute l'année. Et qu'à la fin de l'année, en fait, on lui paye, s'il a fait plus d'heures, on va lui payer les heures en surplus, quoi. Voilà, exactement. Je crois qu'on est à 10 minutes de la fin de la conférence, donc on va peut-être prendre les questions-réponses. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour cette grande première partie. Si vous avez des questions, c'est le moment. On peut venir vous faire passer le micro. Est-ce que il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas à lever la main. Ouais. S'il n'y en a pas, c'est qu'on a été trop clair, ça va... ou alors trop fouillis. Oui, un sujet que vous n'avez pas abordé sont le sujet des repas du personnel. Comment est-ce que vous traitez ça ? Alors, ça rentre dans le food cost. En fait, dans nos contrats de travail, on systématise un shift. Alors, un shift, c'est un moment de travail. Ça peut être 2 heures, tout simplement, égale un repas. Donc, en fait, c'est un avantage en nature sur la fiche de paye. Donc, ça rentre dans le food cost. Donc, ça, au moins, c'est une maîtrise des coûts. Alors après, on ne dit pas que nos salariés mangent toujours au restaurant, mais ils ont cette possibilité-là.
Souvent chez les étudiants d'ailleurs, ça aide. Ça aide voilà, ça évite de remplir le frigo. Et comme ils travaillent sur des heures de rush, pour la majorité, des heures de service, voilà. Donc on le maîtrise en fait dès le départ et c'est vraiment c'est dans le contrat, c'est contractuel. Ouais, alors le temps de repas, en fait, nous c'est pareil, c'est les temps de pause qu'on va cibler sur. Alors temps de pause ou pas. C'est-à-dire que c'est soit c'est avant ou après le temps de service. À partir du moment où ça dépasse 20 minutes, c'est une pause non payée. Jusqu'à 20 minutes, c'est une pause payée. Donc si vous l'intégrez à votre shift, ce qui est possible, attention, c'est payé. Si vous le mettez avant ou après, ça ne sera pas payé, bien évidemment. Et après, vous pouvez même l'intégrer à votre shift et mettre une demi-heure, ça ne sera pas payé. C'est-à-dire que la personne va dépointer et repointer après pour finir son shift. Voilà. Donc ça, pareil, le logiciel planning va permettre de le maîtriser, ça. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Une personne qui va maintenant, par exemple, faire un shift de 12 heures chez vous, est-ce que la personne a droit à une pause et comment est-ce que ça se passe? Un shift de 2 heures? De 12 heures. De 12 heures, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Non. vous. Donc vous préférez faire de courts shifts pour que la personne soit vraiment opérationnelle? Ouais. Alors les shifts les plus importants que l'on a, en fait, c'est pour nos managers temps plein, ils font 7 heures par jour. D'accord. Et avec une demi-heure de pause intégrée. Voilà. Donc c'est ce que vous aviez dit, vous préférez jouer sur les quarts d'heure et vraiment optimiser l'efficacité des employés. Exactement. D'accord. En merci. fait, ça c'est pareil. Hein, quand on parlait de construction fine du planning, on sait, hein, c'est le midi, le soir qu'on va avoir plus de clients. Donc c'est là qu'on va mettre plus de monde. C'est là qu'il faut vraiment arriver à être vraiment fin dans sa lecture pour pouvoir bien faire arriver les gens au bon moment, les faire partir au bon moment. Voilà. Ça répond à la question. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions dans la salle. Ah, il y en a une au fond. Je vais vous donner le micro. Oui, en fait, ma question, c'est comment vous gérez les dépenses ou les temps pour chercher des employés ou pour des départs des employés. En fait, est-ce que c'est un coût? Parce que là, on parle des coûts effectifs, les temps qu'ils sont présents, mais après, comment est-ce que vous gérez? Ça, c'est dans les... Vous pouvez préciser la question, parce que je... Oui, est-ce que comment vous gérez les dépenses quand vous n'avez pas les salariés, en fait, parce que il est parti, en fait, soit en absent pour un jour, soit en absent définitif, et le temps de recruter, est-ce que ça va du coup pas dans cette ratio? D'accord. Est-ce que vous les suivez ou vous les suivez pas? Ah bah si, bien sûr. Et l'idée, c'est quoi? C'est plutôt par les recrutements? C'est comment on fait pour remplacer nos employés? Ou c'est vraiment les temps creux? C'est au niveau des temps, en fait, des ratios que vous suivez pour les temps que vous n'avez pas employé, soit parce qu'il est parti et vous devez le recruter, en fait. Est-ce que c'est ce type de ratio que vous suivez ou... Ah bah ouais. Après, c'est intrinsèque à chaque restaurant. C'est chaque restaurant qui va gérer ce que je dois recruter ou pas pour remplacer. Ça, c'est... voilà, c'est un suivi. Après, moi, j'ai des directeurs qui ont l'habitude. Ils savent exactement quels sont leurs besoins quasiment pour chaque moment de leur journée. Voilà. Et après, on a des directeurs, par exemple, qui sont productifs aussi. Hein. Ils ne passent pas 7 heures de leur journée à rien faire, à juste faire des plannings ou à gérer leur food cost, en fait. Hein. C'est aussi des gens qui sont productifs. Donc, y a des moments où il faut qu'eux, ils pallient aussi à l'absence des gens, parce que des absents, on en a comme partout. Voilà. Après, on a des tips aussi pour éventuellement faire des remplacements, etc. Est-ce que j'ai besoin de recruter? Oui, peut-être, si c'est une absence longue durée. Voilà. On ne fait pas de CDD, par exemple, ou d'extra. Nous, pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de le faire. Peut-être qu'un jour, il faudra y venir parce que ça sera une solution. C'est possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, j'espère. Hein. Sinon, on pourra se voir en off après. Bonjour. Je voudrais savoir si le temps partiel est un choix, c'est-à-dire que vous fonctionnez sur le midi et sur le soir maintenant, si j'ai bien compris. Vous pourriez avoir un temps plein avec une grosse pause au milieu? Alors oui, mais non.
Mais ça, c'est très propre à la restauration rapide, j'ai envie de dire. Mais pas que finalement. Peut-être aussi à la restauration traditionnelle. En fait, plutôt que de parler en nombre d'heures, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est très intéressant, plutôt que de parler en nombre d'heures, on va parler en nombre de bras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir beaucoup d'heures dans votre restaurant parce que vous estimez que ça correspond à la masse salariale que vous avez voulu. Sauf qu'on oublie que finalement, on a besoin de répondre à à plein de tâches différentes, encore plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on fait du service à table, donc ça nécessite d'avoir plus de bras. On est passé à la vaisselle réutilisable, ça nécessite aussi des bras supplémentaires. Eh ben, il vaut mieux multiplier en fait le nombre de contrats avec une disponibilité de personnel par service plutôt qu'un nombre d'heures. Parce que pour le coup, le nombre d'heures, si vous n'avez que des temps pleins, il y a un moment donné, ça va faire beaucoup d'heures improductives. Sur les heures productives, ils ne vont pas être nombreux. Et en plus, vous allez avoir beaucoup d'heures improductives, mine de rien. Donc, vous allez perdre en rentabilité très vite. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des moments creux. Vous avez beaucoup de gens, même s'il y a une pause au milieu. Aujourd'hui, j'ai des contrats de 35 heures, 36 heures, 37 heures, 39 heures pour effectivement combler. Je fonctionne un peu comme vous, sur le midi, sur le soir. J'ai un restaurant rapide, hôtel en même temps. Enfin, j'ai beaucoup d'activités en fait différentes, et je me heurte à Enfin, je ne sais pas trop quel choix effectuer sur ce genre de fonctionnement. Après, c'est franchement. Déjà, il y a la difficulté de recrutement. Hein. Je pense que c'est pas simple. Hein. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir des gens qui postulent, donc on n'a pas cette difficulté de recrutement. Effectivement, je pense qu'un jour, c'est pas impossible qu'on l'ait et qu'on soit obligé de recruter des gens avec beaucoup plus de volume horaire. Aujourd'hui, c'est pas leur métier principal. Ils sont étudiants pour la majorité. Maintenant, on a une restauration rapide. Hein. Moi, je pense que c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, mais c'est aller chez McDo, si vous êtes servi en plus d'un quart d'heure, je pense que vous pétez un plomb. Alors quand vous êtes servi en une demi-heure, c'est même pas la peine, vous avez juste pas envie de revenir. Pourquoi ? Parce que la promesse de l'expérience, c'est 5 minutes ou 10 minutes. C'est pas une demi-heure. Et ben, on doit répondre à ça. Et pour répondre à ça, il faut quand même avoir du personnel en quantité suffisante pour ça. Et comme c'est du taylorisme chez nous, hein, on fait du burger minute, donc des gens sont vraiment spécialisés sur leurs tâches, etc. Il faut du monde en fait, hein, il faut du personnel. Donc on peut avoir 3 machines de guerre à 35 heures. Des fois, il vaut mieux avoir 10 personnes un peu moins performantes à 15 heures, mais qui par contre permettront d'accélérer le service, quoi. Et c'est l'expérience client qui sera meilleure et tout ce qui en découlera derrière. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou pas ? J'en vois pas. Ah, monsieur au fond. On va prendre la dernière. Puis de toute façon, Bruno va venir sur le stand de Combo pour répondre à toutes vos questions si vous souhaitez. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la semaine de 4 jours ? Ah ouais, j'y suis hyper favorable. À titre personnel, moi j'y suis hyper favorable parce que je l'ai connu moi-même quand j'étais manager à l'époque chez McDo et je trouvais ça super cool. C'est vrai que c'est une réponse aussi à la motivation ou en tout cas le maintien en fonction des salariés. Et effectivement, on est en train de se poser la question. La difficulté, c'est toujours, je pense que si vous posez la question, c'est que vous posez peut-être vous-même la... En fait, moi je suis chef de cuisine, donc on pratique, je suis de Genève. Hein. À Genève, on pratique dans l'établissement pour pallier justement au recrutement. On a mis en place la semaine de 4 jours et franchement, c'est génial. Non, mais j'y suis favorable et je pense que pour les temps pleins, c'est une vraie réponse. Vraiment. Ouais. C'est vrai que sur les temps partiels, on a plus complexe à mettre en place finalement parce que ça ferait des temps de service un peu trop importants justement et on sort de ce contexte on minimise, on va dire, la main-d'œuvre au bon moment, en fait, au bon endroit du planning. Mais pour les temps pleins, moi, je pense que c'est une vraie solution pour demain, c'est clair, pour faire venir les gens chez nous. Et vous avez raison. Ça fait 3 mois qu'on l'a expérimenté et enfin, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. On a même plus de demandes maintenant. Donc vous êtes en 4-3 ou en 4-2+1 ? Alors en fait, on fait une semaine de 4 jours de travail avec 3 jours de repos.
mes 3 jours qui sont disséminés ou Après, on s'adapte. On s'adapte et on s'arrange avec le personnel. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'une journée, on s'arrange entre nous. C'est effectivement un très bon tips. Ouais. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive au terme de la conférence. Alors, vous avez à la sortie de cette conférence des jeunes gens très sympathiques qui vous distribuent des livres, des e-books qui reprennent un petit peu tous les ratios qu'on a pu évoquer. N'hésitez pas à nous retrouver sur le stand de Combo qui est presque à l'entrée. Vous avancez un petit peu. Bruno va nous rejoindre. Il va rester une petite demi-heure maximum pour répondre aux dernières questions si vous en avez. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre question et très bon salon à tous et bon après-midi et bon appétit. Voilà. Merci beaucoup.